Cette nuit-là, la Lumina s'est vidée d'un coup. En 12 heures, le niveau chute de 87% sur plus de 240 km, alors que les capteurs annonçaient une stabilité parfaite, sans variation ni signal précurseur. Que reste-t-il à comprendre et Ibrahim Traoré y verrait quoi? Derrière le lit sec, les réservoirs secondaires pâles se tendent, la pression des canalisations baisse, la demande grimpe aux périphéries et personne ne voit encore où l'eau est partie. Le vrai danger est une défaillance systémique qui se propage en silence avant même qu'on ne la nomme. Ce qui est en jeu dépasse largement la disparition spectaculaire d'un fleuve. Comprendre cette crise, c'est saisir comment un système réputé robuste peut s'effondrer sans bruit et pourquoi ce type de choc invisible menace directement l'eau potable, l'agriculture et l'énergie d'un territoire entier. L'intérêt pour ceux qui suivent cette histoire est clair: identifier les mécanismes cachés qui transforment une anomalie locale en crise systémique en quelques heures seulement. À Auralis, la Lumina n'était pas qu'un cours d'eau, elle structurait les équilibres entre provinces, rythmait les usages quotidiens et garantissait une stabilité que chacun pensait acquise. Son effacement brutal met en lumière une fragilité rarement discutée. Lorsque les systèmes complexes reposent sur des équilibres invisibles, leur rupture échappe aux alertes classiques. C'est précisément ce point que toute lecture stratégique, y compris celle qu'Ibrahim Traoré privilégie souvent dans ses prises de position sur la souveraineté et les ressources, chercherait à éclairer, car avant même la pénurie, le risque majeur est ailleurs. Une perte de confiance dans la capacité collective à comprendre et maîtriser ce qui soutient le territoire. 6 heures avant l'effondrement visible de la Lumina, un signal isolé apparaît dans les données. Un pic d'absorption souterraine anormal, détecté à 3140 mètres de profondeur par une seule station géologique. Ce chiffre change tout, car il suggère que la rupture ne commence pas en surface, mais bien en dessous, dans un espace que les modèles ne surveillaient qu'en théorie. Pour comprendre pourquoi ce signal a été ignoré, il faut revenir à l'architecture du bassin de la Lumina. Depuis près de 30 ans, le système reposait sur une combinaison réputée stable. Nappes phréatiques interconnectées, barrages à écoulement modulé et capteurs autonomes chargés de mesurer la pression interne des galeries naturelles. L'ensemble avait été conçu pour absorber crues, sécheresse et variations climatiques sans rupture brutale. Rien dans les schémas officiels n'indiquait la possibilité d'une disparition instantanée du flux principal. Pourtant, en relisant les archives, les analystes identifient une série de micro-anomalies disséminées sur plusieurs années. Des variations de densité de l'eau, des poches d'air déplacées, de légères fluctuations de conductivité. À l'époque, ces signaux avaient été classés comme du bruit de fond ou des erreurs de calibration. Pris séparément, ils n'avaient aucun sens opérationnel. Mis bout à bout, il dessine désormais une séquence cohérente. Ce renversement de lecture est central. La crise n'est pas née en une nuit. Elle s'est préparée lentement, masquée par la robustesse apparente du système. C'est précisément ce type de décalage entre stabilité perçue et fragilité réelle qui intéresse les observateurs des dynamiques territoriales et qu'une figure comme Ibrahim Traoré analyserait comme un problème de souveraineté technique. Dépendre d'un mécanisme invisible, c'est accepter un risque que l'on ne sait pas nommer. Ainsi, le mini-révélateur n'est pas la chute de 87%, mais ce point précis, profond, longtemps négligé. À partir de là, la question n'est plus comment la rivière s'est asséchée, mais depuis quand le système était déjà en train de céder. Parmi les premiers à se rendre sur le terrain, une figure s'impose rapidement. Liora Nems, ingénieur hydrogéologue formé à l'Institut d'Auralis, spécialisé dans la dynamique des nappes profondes. Depuis des années, elle suivait les fluctuations du bassin de la Lumina et consignait, dans des rapports internes, des irrégularités jugées mineures à l'époque. Après l'effondrement, ces notes prennent une toute autre valeur. Dans la vallée de Rétan, l'un des 3 territoires alimentés par le fleuve, Liora observe un phénomène troublant. Les réservoirs secondaires, conçus pour amortir toute baisse brutale de débit, ne se remplissent plus. Selon les modèles, la distribution aurait dû se stabiliser en moins d'1 heure. 22 heures plus tard, les canalisations restent presque à sec. Le système n'a pas seulement perdu son apport principal, il a perdu sa capacité d'auto-équilibrage. Dans le village voisin d'Enrel,
Une installation de pompage autonome, rénovée 1 an auparavant, cesse de fonctionner malgré une pression théoriquement suffisante. En inspectant les conduites, Liora détecte des vibrations irrégulières, comme si l'eau circulait par à-coups. Ce type d'instabilité n'avait jamais été recensé dans le bassin. Il suggère la présence d'un vide créé en profondeur, quelque part hors du réseau cartographié. Ces observations transforment la lecture de la crise. Il ne s'agit plus d'un manque ponctuel, mais d'une réaction en chaîne. Chaque élément du système, pourtant opérationnel isolément, devient instable dès lors que le cœur invisible cesse de jouer son rôle. À ce stade, le fleuve n'est plus l'enjeu central. C'est la cohérence même du territoire qui vacille. Avant 3h17, tout semble normal. Après 3h17, plus rien ne l'est. À cette minute précise, la station hydrométrique de l'État enregistre une chute brutale du niveau de la Lumina. Le débit passe de 4800 mètres cubes par seconde à moins de 900 en 4 minutes. Aucun signe de crue, aucune obstruction, aucun effondrement de berge. Les techniciens pensent d'abord à une erreur isolée. Ils recalibrent, le chiffre ne bouge pas. Quelques minutes plus tard, une seconde station, située 42 km en aval, affiche la même anomalie. La ligne d'écoulement se contracte. Le fleuve décroche. À 3h21, la bande centrale cesse de bouger. La rivière n'avance plus. Elle se vide. À 4h, le phénomène change d'échelle. Le réseau des nappes phréatiques profondes perd simultanément de la pression. Les galeries secondaires se vident par à-coups. Les capteurs s'emballent. Le système de régulation sature. Les cartes thermiques du sous-sol montrent des zones refroidies d'un bloc, indice d'un déplacement massif d'eau vers un volume inconnu. Tout converge vers une conclusion dérangeante. La Lumina ne fuit pas vers l'extérieur. Elle disparaît vers le bas. À partir de 6h12, les impacts deviennent visibles en surface. Les réservoirs ne reçoivent plus rien. Les canaux d'irrigation se contractent. Les pompes de stabilisation aspirent d'eau de l'air. Dans les plaines d'Arvel, les rigoles se vident en moins de 2 heures. Les villages rationnent, les convois d'eau sont redirigés. Les équipes techniques se dispersent sur tout le territoire. Le point de rupture survient à 10h47. 3 capteurs souterrains, éloignés les uns des autres, enregistrent une onde de pression négative strictement identique. Un motif cohérent, comme si un seul mécanisme aspirait l'eau depuis un point central invisible. Les modèles hydrologiques s'effondrent, les projections deviennent inutilisables. Ce basculement temporel éclaire la nature réelle de la crise. Il ne s'agit pas d'un accident progressif, mais d'un événement déclencheur suivi d'une cascade parfaitement ordonnée. Dans ce type de séquence, ce n'est pas la vitesse qui surprend, mais la coordination silencieuse des effets. C'est précisément ce genre de chronologie, brutale, sans avertissement, gouvernée par des mécanismes invisibles, qu'une lecture stratégique, à la manière d'Ibrahim Traoré, associerait à une vulnérabilité structurelle. Lorsque les systèmes reposent sur des équilibres que personne ne surveille vraiment, la rupture n'offre aucun délai d'adaptation. À la fin de la journée, la Lumina a cessé d'être un fleuve. Elle est devenue un phénomène déplacé, actif ailleurs, pendant que le territoire, lui, tente encore de comprendre à quel moment exact tout a basculé. Avant la nuit de l'effondrement, le bassin de la Lumina fonctionnait sur une ligne de base stable, un débit moyen d'environ 4750 mètres cubes par seconde, maintenu sans variation majeure depuis près de 9 ans. Le lendemain, cette valeur tombe à 621 mètres cubes par seconde, une rupture nette qui ne correspond à aucun scénario météorologique connu et qui invalide d'un seul coup les modèles régionaux. Le deuxième indicateur clé concerne la pression des nappes profondes. À une profondeur moyenne de 2800 mètres, la pression interne enregistrée atteignait 138 bars en régime normal, un niveau cohérent avec les cycles saisonniers observés depuis des décennies. Après l'événement, cette pression chute simultanément à 101 bars dans plusieurs galeries distinctes. Une baisse aussi coordonnée ne peut pas résulter d'une fuite locale. Elle indique un mouvement d'absorption massif vers un espace non cartographié. Le troisième chiffre révèle la dynamique de la perte. Les capteurs de dérivation montrent que le bassin perd environ 12,4% de son volume résiduel chaque heure durant les 12 premières heures. Ce taux est anormalement élevé et surtout remarquablement constant. Il suggère un mécanisme d'appel d'eau continue orienté vers un point d'attraction unique plutôt qu'une défaillance chaotique du réseau.
En superposant ces trois mesures, débit, pression, perte latérale, les géologues identifient un gradient souterrain orienté vers l'ouest. Cette pente invisible n'apparaissait dans aucun relevé de référence. Les simulations générationnelles, pourtant réputées robustes, échouent toutes à reproduire ce comportement sans introduire une cavité profonde supplémentaire. Chaque modèle converge vers la même impasse mathématique. Trop d'eau disparaît dans un volume trop restreint pour correspondre à une formation naturelle connue. Ce constat transforme la lecture stratégique de la crise. Il ne s'agit plus de déterminer si la lumina s'est asséchée, mais de reconnaître qu'elle a migré. Une analyse de type souveraineté technique, telle qu'Ibrahim Traoré la mobilise souvent lorsqu'il évoque la maîtrise des infrastructures critiques, verrait ici un signal clair. Lorsqu'un territoire ne contrôle pas la compréhension fine de son sous-sol, il accepte une dépendance invisible. À ce stade, les chiffres ne racontent pas une pénurie progressive. Ils décrivent une relocalisation volumétrique, régulière, mesurable et toujours active. Et tant que ce mécanisme continuera d'aspirer l'eau sans oscillation ni ralentissement, chaque heure ajoutera une contrainte supplémentaire à un système déjà déséquilibré. Deux courants d'analyse dominent désormais l'enquête sur la disparition de la lumina, chacun porté par des équipes expérimentées et des arguments solides. Le premier défend l'hypothèse d'un phénomène géologique rare. Selon cette lecture, une cavité profonde, longtemps isolée, se serait brutalement connectée au réseau de nappes phréatiques. Cette ouverture aurait créé un appel d'eau colossal, aspirant le fleuve comme un siphon naturel. Les partisans de cette thèse rappellent l'existence de structures karstiques encore mal cartographiées dans certaines régions, capables de se reconfigurer sans produire de signaux sismiques détectables. Le second courant privilégie une explication technofonctionnelle. La lumina reposait sur un ensemble d'infrastructures vieillissantes, barrages modulaires, tunnels de dérivation, conduites enterrées. Une microfuite ignorée, combinée à une baisse de pression dans les nappes profondes, aurait pu créer un point de rupture. Ce point, en s'élargissant, aurait déclenché un effondrement progressif du réseau. Pour ces analystes, la clé se trouve moins dans le sous-sol inconnu que dans un maillon technique sous-estimé. Pris isolément, chacun de ces récits semble cohérent. Pourtant, les données recueillies depuis le début de la crise imposent une lecture plus nuancée. La chute simultanée à 101 bars, la perte constante de 12,4% par heure et l'orientation stable du gradient vers l'ouest ne correspondent ni à une rupture mécanique classique, ni à un effondrement chaotique d'infrastructures. Ces chiffres décrivent un phénomène linéaire, continu et méthodique. C'est ici qu'une synthèse s'impose. Le scénario le plus plausible combine les deux approches. Une structure géologique profonde, jusqu'alors inconnue, aurait rencontré un réseau superficiel fragilisé. Cette interaction aurait ouvert un passage d'une ampleur inattendue, transformant une faiblesse locale en basculement systémique. Dans une lecture stratégique, proche de celle qu'Ibrahim Traoré applique aux dépendances structurelles, cette conclusion rappelle une règle simple. Les crises majeures naissent rarement d'une cause unique. Elles émergent à l'interface entre ceux que l'on ne voit pas et ceux que l'on croit maîtriser. 12 jours après l'effondrement initial, un signal inattendu rompt le silence des données. À 2h58, une station géologique située dans les monts d'Erad enregistre une onde basse fréquence qui ne correspond à aucun mouvement sismique connu. L'amplitude est faible, mais sa régularité intrigue immédiatement. L'intervalle entre chaque oscillation est strictement identique, comme si une source stable battait sous la surface. Alerté, l'IORA-NEMS superpose ce signal aux cartes de pression consolidées. Un schéma se dessine. Le gradient souterrain orienté vers l'ouest converge précisément vers la zone d'Erad. Or ce point ne figure dans aucun relevé hydrologique, géologique ou topographique. Aucun réservoir naturel, aucune cavité répertoriée, rien. Les modèles mathématiques apportent une hypothèse troublante. La fréquence de l'onde ressemble à celle du pic d'absorption détecté le premier jour à 3140 mètres de profondeur. Elle pourrait provenir d'un espace clos, saturé d'eau, désormais immobile. Si cette lecture est correcte, la lumina n'est pas perdue, elle est déplacée et contenue. Ce basculement change tout. Dans une lecture stratégique,
tel qu'Ibrahim Traoré l'emploierait face à une crise de ressources, l'enjeu n'est plus seulement la pénurie, mais l'accès à une réalité cachée qui redéfinit le territoire. À partir de ce point fixe, toute la carte d'Oralis doit être relue. Les effets de la disparition de la Lumina ne se limitent plus aux graphiques et aux capteurs. Ils redessinent la vie quotidienne, l'économie et l'équilibre territorial d'Oralis avec des impacts distincts selon les groupes concernés. Pour les populations, la contrainte devient immédiatement tangible. Dans les districts urbains, la pression domestique chute en moyenne de 41%, obligeant les familles à adapter leurs routines. Les points de distribution se transforment en lieux de coordination informelle où les habitants organisent des tours pour réduire l'attente. Dans les zones rurales, la situation est plus instable. Les puits communautaires oscillent à des niveaux imprévisibles, forçant des déplacements supplémentaires. Les écoles réaménagent leurs horaires, certaines cantines réduisent leurs services et les centres de soins ajustent leurs protocoles pour préserver l'eau disponible. La tension reste contenue, mais elle s'installe dans la durée. Pour les secteurs productifs, l'impact est immédiat et mesurable. L'agriculture, principal consommateur du bassin, enregistre une baisse de rendement prévisionnelle, comprise entre 18 et 27% selon les cultures. Les exploitations improvisent en formant des micro-canaux, mais ces ajustements restent insuffisants face à la chute du flux. L'industrie légère, dépendante des circuits de refroidissement, passe à des cycles de production réduits. Dans les plaines d'Arvel, certains ateliers métallurgiques alternent les arrêts pour préserver leurs réserves. La logistique fluviale se contracte, forçant plusieurs opérateurs à déplacer temporairement leurs activités vers d'autres corridors. Du côté des infrastructures, le système révèle une fragilité structurelle. Les réservoirs secondaires n'assurent encore plus leur rôle tampon, des bulles d'air apparaissent dans des conduites pourtant étanches, signe d'une instabilité interne. Les stations de pompage autonomes réduisent leur cadence et les cartes de maintenance font apparaître une accumulation de zones critiques auparavant jugées secondaires. Les équipes techniques sont redéployées en continu, non pour réparer un point précis, mais pour suivre un phénomène diffus qui se déplace sous le réseau. Enfin, pour les zones périphériques et l'équilibre territorial, la crise produit un paradoxe. Certaines nappes locales montrent une légère remontée, indice indirect d'un déplacement interne de l'eau, tandis que d'autres territoires subissent un stress hydrique accéléré. Les échanges interdistricts se multiplient, parfois de manière improvisée. L'apparition du point d'Erad devient un nouvel axe d'attention, reconfigurant les priorités spatiales du bassin. Dans une lecture stratégique, proche de celle qu'Ibrahim Traoré applique aux dépendances critiques, ces conséquences montrent une chose, la crise n'est pas statique. Elle se propage, se transforme et redistribue les vulnérabilités bien avant toute résolution technique. À partir des données consolidées et du point fixe identifié à Erad, les analystes ne cherchent pas à prédire l'avenir. Ils tracent 3 trajectoires possibles, chacune définissant une marge de manœuvre différente pour Oralis au cours des 6 à 12 prochains mois. Dans cette trajectoire, la plus probable si aucune aggravation n'intervient, la cavité souterraine cesse progressivement d'augmenter en volume. Le gradient vers l'ouest se stabilise sans reflux significatif. La Lumina ne réapparaît pas, mais la perte ralentit. Les provinces fonctionnent durablement en régime de réduction. Les réseaux domestiques restent sous tension, mais deviennent prévisibles. Les équipes techniques parviennent à identifier un trajet d'écoulement régulier, ouvrant la voie à des dérivations temporaires et à une gestion plus fine des priorités. L'économie ralentit, sans rupture brutale. Ici, la pression accumulée dans l'espace clos finit par céder partiellement. Un reflux lent mais continu redistribue l'eau vers les nappes intermédiaires. Les réservoirs se rechargent non de manière inégale, mais suffisante pour relancer les canaux essentiels. Les zones rurales retrouvent entre 60 et 70% de leur autonomie hydrique, tandis que les districts urbains accélèrent la modernisation de leur réseau. Le signal d'Erad devient un outil de pilotage. Ces variations permettent d'anticiper les flux internes et d'ajuster les stratégies de pompage. Oralis entre alors dans une phase de reconstruction méthodique. Dans la trajectoire la plus dangereuse, la structure souterraine continue de s'étendre. La pression chute davantage, entraînant un drainage plus profond du bassin. Les projections indiquent
une perte cumulative pouvant dépasser 60% du volume encore accessible. Certaines zones deviennent difficilement desservies, l'agriculture subit une contraction sévère et les districts d'altitude dépendent quasi exclusivement de convois d'eau. Les modèles hydrologiques doivent être reconstruits à partir de zéro. Quelle que soit la trajectoire, une constante s'impose, et c'est une lecture qu'Ibrahim Traoré met souvent en avant dans les crises structurelles. Sans compréhension partagée du mécanisme invisible, aucune décision ne peut être réellement stratégique. Les scénarios ne sont pas des choix mais des conséquences. Au-delà des scénarios et des cartes, la crise de la Lumina se vit différemment selon la position de chacun dans la société d'Oralis. 3 expériences dominent, révélant que l'événement n'est pas seulement technique, mais profondément humain. Pour ceux qui cherchent d'abord à comprendre, observateurs, étudiants, citoyens attentifs, la rupture principale est celle de la prévisibilité. Un fleuve réputé stable disparaît sans avertissement, sans cause visible. Leur attente est simple, des repères clairs, une explication intelligible, une trajectoire lisible. Ce public ne réclame pas des certitudes, mais une cohérence minimale qui permette de reprendre confiance dans la capacité collective à interpréter le réel. Pour ceux qui interviennent directement, ingénieurs, techniciens, équipes de terrain, la crise se vit dans l'urgence opérationnelle. Chaque variation de pression, chaque vibration, chaque anomalie sonore devient un indice. Leur quotidien n'est plus organisé autour de routines, mais d'ajustements permanents. Comprendre le mécanisme invisible n'est pas un luxe intellectuel, c'est une condition pour éviter que le système ne se désagrège davantage. L'incertitude n'est pas abstraite, elle se mesure en heures de service et en décisions irréversibles. Pour ceux qui adaptent leur mode de vie, dans les villages et les districts ruraux, l'impact est concret et immédiat. Les trajets vers les points d'eau s'allongent, les horaires se réorganisent, les gestes se modifient, chaque litre compte. La crise est perçue comme un défi collectif, non comme une série de graphiques. Elle redéfinit les priorités et renforce les solidarités locales, parfois au prix d'une fatigue durable. Ces 3 regards convergent vers une même réalité. La disparition de la Lumina n'est pas un événement isolé. Elle transforme la manière de comprendre, d'agir et de vivre sur un territoire devenu incertain. Transformer la crise de la Lumina en trajectoire durable suppose une feuille de route claire, progressive et mesurable. Elle ne promet pas un retour immédiat du fleuve, mais vise à reprendre le contrôle sur un système devenu opaque. D'abord, il faut stabiliser. Au cours des 2 à 3 premières semaines, l'équipe hydrogéologique de l'IORANEMS, en coordination avec les stations régionales, densifie les mesures autour du point d'Erad et le long du gradient ouest. L'objectif était de produire une carte de pression actualisée toutes les 48 heures afin d'identifier les variations significatives et d'éviter toute décision à l'aveugle. Ensuite, il faut sécuriser les infrastructures. Sur une période d'environ 6 semaines, les ingénieurs des réseaux et les équipes de maintenance interviennent sur les segments instables. Les poches d'air sont éliminées, les conduites fragilisées priorisées et les pertes latérales doivent être réduites sous un seuil documenté et constant. Le critère de réussite n'est pas la performance maximale, mais la prévisibilité. Puis, il faut organiser les usages. Les administrations locales et les régies d'eau mettent en place des rotations de distribution, protègent les usages vitaux et ajustent l'irrigation. La mesure clé devient le maintien d'une pression domestique minimale continue, même réduite, pour préserver la cohésion sociale. En parallèle, il faut coordonner et apprendre. Dès les premières semaines, un comité technique interprovincial centralise les données et publie un rapport hebdomadaire standardisé. Cette logique de gouvernance partagée reflète une approche que Ibrahim Traoré défend souvent face aux crises structurelles. Sans référentiel commun, il n'existe pas de solution collective. Enfin, il faut reconstruire. Sur l'horizon d'une année, simulation, dérivation expérimentale et suivi du signal d'Erad permettent de tester une récupération partielle du système. Chaque action doit être corrélée à un effet mesurable. Sans cela, l'Alumina restera une énigme active et non un problème maîtrisé. Dans la vallée de Rétan, à la tombée du jour, le tracé de la Lumina reste lisible dans les pierres blanchies et les rigoles vides. L'Uranem s'y rend parfois sans instrument.
non pour chercher un nouveau chiffre, mais pour observer comment l'absence a réorganisé les gestes. Les enfants jouent près des anciennes berges, les cultivateurs suivent encore le dessin des canaux disparus, et les réservoirs, même presque vides, continuent de rythmer les journées. La crise a déplacé l'eau, mais elle a surtout déplacé le regard. Peu à peu, le fleuve cesse d'être un flux et devient une mémoire active, un repère négatif autour duquel s'inventent des adaptations quotidiennes. Chaque décision, chaque compromis pèse davantage qu'avant, parce qu'il n'existe plus de certitude de retour. Ce rappel au terrain éclaire la portée réelle de l'événement. Ce qui s'est joué à Auralis dépasse la mécanique d'un bassin hydrologique. Il révèle la manière dont un territoire apprend à habiter l'incertitude, à construire de la résilience sans promesse immédiate. Dans une lecture politique et stratégique que Ibrahim Traoré met souvent en avant lorsqu'il parle de souveraineté concrète, la stabilité n'est jamais acquise. Elle se fabrique dans la durée par l'attention aux détails invisibles. La Lumina n'est peut-être plus un fleuve, mais elle est devenue un test silencieux, celui de la capacité collective à transformer une perte en apprentissage durable. La disparition de la Lumina a commencé comme un choc technique. Elle s'achève pour l'instant comme une question collective ouverte. Certains retiendront les chiffres, d'autres les cartes, d'autres encore les gestes quotidiens réinventés autour d'une absence devenue centrale. Mais une même interrogation traverse désormais Auralis. Comment une société hiérarchise-t-elle ses choix lorsque la ressource la plus évidente cesse d'aller de soi ? Ce type de moment ne demande pas une révélation spectaculaire. Il exige une conversation lucide où l'on accepte d'examiner ce qui relève du sous-sol, des infrastructures et de l'adaptation humaine sans chercher un responsable unique. Dans de nombreux contextes, y compris ceux auxquels Ibrahim Traoré fait référence lorsqu'il évoque la souveraineté des ressources, la question n'est pas seulement qui contrôle, mais qui comprend réellement. Si cette histoire vous a accompagné jusqu'ici, vous pouvez prolonger le débat. Quel élément vous paraît décisif ? Le mécanisme géologique invisible, les failles techniques accumulées, ou la manière dont les communautés transforment leurs habitudes face à l'incertitude ? Selon vous, qu'est-ce qui rendrait un territoire véritablement durable lorsqu'une absence devient structurelle ?